Monsieur Vieux, soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez eu les plus hautes fonctions dans la magistrature, en particulier procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, procureur général près la Cour d'appel de Lyon. Et actuellement, après avoir été président du Conseil national d'administration de l'École nationale d'administration pénitentiaire, vous êtes membre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes ici accueilli par une mission d'information qui est composée de 2 députés, M. Fenech, qui représente l'opposition, et moi-même qui représente la majorité. Nous sommes très préoccupés par les problèmes de révision des condamnations pénales, car nous avons la certitude que l'état de droit ne peut exister sans, d'un côté, un pôle qui est la sécurité de l'autorité de la chose jugée, mais d'un autre côté, sans la certitude qu'il n'y a pas d'innocents en prison. Car l'erreur judiciaire, finalement, elle amène à mettre des personnes injustement en lieu d'emprisonnement. Nous avons été préoccupés, Georges Fenech depuis toujours, parce qu'il a déposé une longue proposition de loi en 2007, et moi-même parce que pendant toute ma vie d'avocat, j'ai été préoccupé par ce problème. Ce problème-là qui remonte à l'origine des temps. Certains disaient il faut mieux 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison, on connaît bien ça. Il faut mieux un désordre à une injustice. Alors on a quelques chiffres à vous donner. Depuis 1945, il n'y a eu que 8 décisions criminelles qui ont été révisées. Et chaque fois, ou à peu près chaque fois, en raison de la démonstration de l'innocence absolue de la personne qui était condamnée. En ce qui concerne les décisions correctionnelles, c'est moins vrai. Il y en a une quarantaine à peu près sur la même période. Mais ce que nous constatons, c'est que malgré la découverte de l'ADN, élément scientifique colossal, cela n'a pas entraîné beaucoup de révisions en France, alors même que dans d'autres pays, cela a eu des incidences très importantes, en particulier aux États-Unis. Deuxième chose, nous avons été très interpellés par les conséquences de la décision de la loi de 2000 qui a prévu l'appel des décisions des cours d'assises. J'étais là quand ça a été voté. Je m'en souviens, quelque chose de très important. On voulait opposer la souveraineté du jury populaire qui rendait impossible l'appel. Puis finalement, ça a été voté. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'entre 2003 et 2005, sur 1200 personnes qui ont été rejugées, qui ont fait donc appel sur ces 3 années des arrêts des cours d'assises, il y a eu 64 acquittements de personnes condamnées. Et on ne peut que mettre en parallèle, d'un côté, 8 révisions en 70 ans, et de l'autre côté, 64 acquittements en 3 ans, à la suite de la possibilité de faire appel à la décision. Voilà. Il est bien certain que s'il n'y avait pas eu cette possibilité d'appel, ces 64 personnes n'auraient pu s'en sortir que par la révision. Et vu
les résultats de la procédure de révision, très peu, pratiquement personne, n'aurait pu bénéficier d'une révision de sa condamnation. Alors, est-ce que c'est le système qui veut ça? Voilà. Alors, de deux choses l'une, soit on peut estimer que notre justice est parfaite, soit au contraire, on peut estimer qu'il faut modifier un certain nombre de choses, non pas pour permettre un troisième degré de juridiction, mais pour faire en sorte que s'il y a un fait nouveau qui n'a pas été jugé, un élément inconnu ou un élément non débattu, il puisse être redébattu naturellement à ce niveau-là. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, ça pose tout un certain nombre de questions. Sachez que nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous avons reçu très nombreux hauts magistrats, comme nous disons, qui les uns et les autres, tous, nous ont dit qu'il fallait réviser la loi, la revisiter, comme on dit chez nous, l'améliorer en tout cas. Voilà, c'est cette recherche. Nous n'avons aucune opinion préconçue, nous écoutons, nous ferons un rapport, ensuite nous déposerons une proposition de loi. Je donne la parole à Georges Fenech. Je me réjouis également de recevoir Monsieur le procureur général Vioux, membre aujourd'hui du CSM. Ce n'était pas en cette qualité d'ailleurs que nous avons fait venir. Je ne pense pas que le CSM ait à émettre une opinion particulière, peut-être, mais c'est surtout en qualité de magistrat ayant eu une longue, très longue et riche expérience en matière d'assises. Notamment à Lyon, M. Vioux avait été avocat général aux côtés de M. Truge dans l'affaire Klaus Barbie, par exemple, ou de grandes affaires criminelles qui ont défrayé la chronique, comme on dit, et qui ont fait vraiment des grands procès, comme l'affaire Roman, à Bourg-en-Bresse, tout le monde s'en souvient. Donc M. Vioux a une grande expérience de la cour d'assises, et je pense que son avis va être très précieux. Vous l'avez rappelé, Alain Touret précisait que toutes les personnes auditionnées ont estimé qu'il fallait compléter, réformer la loi de 1989, qui était encore imprécise, même si elle a constitué une avancée considérable, en remplaçant la notion de culpabilité par celle de doute, enfin, d'innocence par celle de doute. Mais on voit bien que, d'une part, la procédure n'est pas précisée devant la Cour de révision, que se pose le problème de la composition et de la Cour de révision, se posent les questions de conservation des scellés, des enregistrements des débats de cour d'assises, parce qu'actuellement, ce que nous ont fait remarquer, y compris le président de la Cour de révision, c'est qu'ils sont saisis d'un dossier où il n'y a pas de note d'audience, pas d'enregistrement des débats, quelquefois pas de conservation des scellés, d'où la difficulté de porter un véritable examen sur une requête en révision. Voilà, c'est toutes ces questions que nous nous posons et sur lesquelles nous serions très très heureux d'avoir votre avis. Je suis sensible à l'honneur que vous me faites de prendre la parole devant vous. Alors je le sais que tant d'éminentes personnalités du monde judiciaire et juridique ont déjà opiné à cette place, et la personnalité qui me précédait en est une démonstration. Cette question, en effet, je dirais, du bilan et des perspectives de la procédure de révision des condamnations pénales dans notre pays, cette question est une question d'actualité, une question d'importance. Je pense qu'on en est tous persuadés. Alors évidemment, je viens ici très modestement, n'étant ni jurisconsulte ni professeur de droit. Je viens, je dirais, vous l'avez dit, comme tâcheron, je dirais, de la procédure criminelle que j'ai été au siège du ministère public pendant 35 années, au siège de 5 cours d'assises, de 5 départements extrêmement différents, de taille et de profil. Et je viens vraiment sans prétention vous apporter, je dirais, un regard sur la problématique dont vous êtes saisi, qui n'aura donc d'autre mérite que celle d'être un praticien. Je voudrais d'abord formuler 2 observations liminaires. On s'étonne parfois de la faible proportion d'acquittement devant les cours d'assises, au point d'affirmer par certains que les magistrats des cours d'assises auraient la religion de la condamnation. C'est d'abord oublier qu'une part très limitée des procédures criminelles voit un accusé contester sa responsabilité en excipant d'une erreur sur la personne.
Et en effet, il serait très intéressant sur le chiffre de 64 acquittements prononcés par les cours d'assises que vous annonciez, monsieur le rapporteur, il y a quelques instants, de distinguer celles sur lesquelles on plaide, par exemple, et on l'entend très souvent, le consentement de la victime dans les affaires de viol ou autre élément qui serait de nature absolutoire par rapport à l'erreur sur la personne, puisque ce qui nous concerne, bien évidemment, c'est l'individu condamné alors qu'il n'est pas l'auteur du crime qu'on lui reproche. Donc ça, c'est la première observation. Les plaidoiries reposant exclusivement sur l'erreur à la personne ne sont pas la plus grande partie des plaidoiries visant à un acquittement. Deuxième observation, il ne faut pas oublier qu'avant la mise en accusation d'un individu devant une juridiction criminelle, s'est déroulée la longue procédure de l'instruction. La longue procédure de l'instruction préparatoire, comme l'on dit, obligatoire dans notre pays en matière criminelle et qui, pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, a vu un juge d'instruction instruire à charge ou à décharge, puis à l'issue, au vu de la position du parquet, prendre lui-même sa propre position en disant s'il existe ou non des éléments à charge justifiant la mise en accusation de l'homme ou de la femme qui jusqu'alors était mis en examen. Jusqu'au 1er janvier 2001, effet de la loi du 15 juin 2000, cette mise en accusation bénéficiait d'une garantie supplémentaire, celle d'un double regard que devaient obligatoirement porter à la suite du magistrat instructeur les 3 magistrats de la chambre de l'instruction, seuls habilités pour cette mise en accusation. Je suis de ceux qui regrettent la suppression de ce passage obligé devant la chambre de l'instruction préalable à la saisine de la cour d'assises. Celle-ci offrait indéniablement, au niveau de l'appréciation des charges, comme aussi de la qualification du crime qui devait être tenue, une garantie supplémentaire. Ce n'est pas parce que certaines chambres de l'instruction surchargées succombaient parfois à la tentation perverse du copier-collier de l'ordonnance de transmission de pièces du magistrat instructeur que l'on devait abandonner cette garantie du double regard. J'en ai moi-même personnellement mesuré les effets négatifs dans telle ou telle affaire. Seconde observation liminaire, on entend dire que les décisions de révision sont rares parce que les juges répugnent à reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils redoutent d'être déjugés, qu'ils seraient frileux dans le maniement de la procédure de révision parce que celle-ci ébranlerait l'autorité de l'institution judiciaire. Eh bien, c'est tout simplement ignorer l'objet de la procédure de révision, qui n'est pas destinée à corriger une erreur judiciaire au moment où la condamnation est intervenue, à partir des éléments d'appréciation dont disposaient les juges, mais simplement à tirer les conséquences d'un élément d'appréciation nouveau advenu postérieurement à leur décision. Disons-le et redisons-le, la procédure de révision des condamnations pénales n'est pas destinée à corriger le mal jugé. Ce n'est pas sa fonction. Nous disposons des outils destinés à pourvoir à la nécessaire correction du mal jugé. On l'a évoqué il y a quelques instants, ce sont d'abord les voies de recours classiques, l'appel, la Cour de cassation. Il était sain que notre pays se dote d'une procédure d'appel en matière criminelle et combatte l'idée selon laquelle, parce que le peuple français serait majoritaire au sein de la formation des assises, il ne saurait se tromper. Et puis c'est aussi, depuis 2000, dès lors que le procès n'a pas été conduit dans le respect des canons du procès équitable édictés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné cette violation, la mise à disposition d'une procédure spécifique, la procédure de réexamen, dont le dispositif est extrêmement simple, saisine d'une commission de 7 magistrats de la Cour de cassation désignés par l'Assemblée générale de cette Cour, qui décide tout simplement soit de procéder à un nouvel examen par l'Assemblée plénière de la Cour du pourvoi qui a constitué la dernière voie de recours interne, soit de révoquer l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse. Ce n'est pas l'objet de mon propos, je ne vais donc pas plus loin. Car cette procédure de réexamen est celle à laquelle doit être confiée
la possible annulation d'une décision rendue en violation des règles et principes édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le procès inéquitable, entre guillemets, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être sanctionné. Il doit conduire à son annulation. C'est la fonction spécifique de la commission de réexamen. Et à ce propos, je pointe l'oubli du rédacteur de l'article 626.4 du Code de procédure pénale, qui confère à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation la possibilité de renvoyer l'affaire devant une nouvelle juridiction sans avoir, c'est je pense un simple oubli du texte, préalablement prononcé l'annulation de la condamnation contestée. La procédure de révision, qui n'a donc pour mission d'apprécier la qualité qui n'a pas pour mission, d'apprécier la qualité du procès et la pertinence de la décision de condamnation au moment où elle a été prononcée, avec les éléments d'information dont on disposait en cet instant T, et pour sa part destinée à vérifier si cette condamnation peut ou non résister à la survenance, à la révélation de faits nouveaux. Alors, bien sûr, on l'a déjà sans doute dit à plusieurs reprises, jusqu'en 1959, disons-le, le législateur a drastiquement limité ce fait nouveau à 3 hypothèses extrêmement réduites: l'existence de la victime que l'on croyait morte et dont la mort tenue pour certaine a entraîné une condamnation pour homicide, la condamnation d'un individu pour les mêmes faits que ceux pour lesquels un autre individu avait été précédemment condamné, et enfin la condamnation postérieurement au procès d'un témoin à charge du chef de faux témoignage. Mais hormis ces 3 cas de figure, de très faible occurrence, convenons-en, pas de salut jusqu'en 1959 pour le condamné, ayant épuisé toutes les voies de recours et continuant à clamer son innocence. Est apparu en 1959, supplantant, englobant ces 3 hypothèses, au point qu'on s'interroge sur la pertinence du maintien de leur mention au sein de l'article 622 du Code de procédure pénale, un nouveau cas d'ouverture de la procédure de révision beaucoup plus large, puisque non décliné par le détail par le législateur, et je pense que c'était sa volonté, c'est ce fameux fait nouveau ou élément nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Le libellé de ce texte, qui recouvre les 3 autres cas d'ouverture, ne me paraît pas devoir être modifié. D'abord parce qu'il envisage à la fois le fait nouveau et l'élément nouveau, appréhendant ainsi l'évolution des connaissances scientifiques, permettant par exemple de porter un nouveau regard sur telle ou telle expertise ayant compté parmi les éléments à charge. Fait nouveau, élément nouveau, ce sont des acceptions claires qui permettent de couvrir toutes les hypothèses, et je pense que cette notion de fait nouveau, d'élément nouveau, permet tout à fait de capter dans ses raies les 3 hypothèses limitées que déclinait le législateur de 1959. Demeure la notion de doute. Puisque l'article 622 emploie ensuite l'expression « un doute ». Fait nouveau ou élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de l'accusé. Le législateur doit-il qualifier le doute ? Eh bien, je ne le pense pas, car c'est la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a introduit le qualificatif de sérieux pour faire du seul doute sérieux le sésame permettant l'ouverture de l'instance en révision. Comme s'il pouvait y avoir une gradation dans le doute que doit prendre en compte le juge ou le procureur. Si l'on suit cette jurisprudence, seul le doute sérieux mériterait d'être pris en compte. Tout autre doute qui ne serait pas sérieux serait inopérant pour autoriser la réouverture de la procédure aux fins de réévaluation des éléments à charge ou à décharge. Eh bien, pour moi, le doute n'est ou n'est pas. Un magistrat du ministère public qui viendrait à requérir une condamnation en dépit d'un doute habitant sa conscience, mais dont il s'affranchirait en l'estimant trop léger, faillirait à l'éthique de sa fonction. Car le magistrat du ministère public ne saurait être pourvu d'une conscience de louage mise au service de l'accusation envers et contre tout.
Oui, le magistrat du ministère public, bien que partie au procès, mais partie spécifique, car débiteur de la défense de l'intérêt général, a une obligation d'impartialité. Obligation d'impartialité, tant au niveau de la dévolution des éléments de preuve que dans l'appréciation rigoureuse et sans a priori de ce qui peut ou non l'autoriser à soutenir ou à maintenir l'accusation. Et je me réjouis profondément à ce propos que la loi du 25 juillet dernier, réécrivant l'article 31 du Code de procédure pénale, ait pour la première fois dans notre droit introduit dans un texte relatif au ministère public cette obligation d'impartialité. Dès lors que le plus petit doute l'habite, eh bien, monsieur le député, je tiens à rendre hommage, parce que c'est une vision tout à fait erronée que de penser que parce que le ministère public est parti au procès, il est obligatoirement partial. C'est ce qui nous différencie de la défense de l'individu. Nous ne pouvons pas soutenir une posture si véritablement il n'y a pas à l'origine une démarche impartiale et sans concession de notre part. Et dès lors que le plus petit doute l'habite, l'honneur du magistrat du parquet est de s'abstenir de soutenir une accusation à laquelle, par définition, il ne croit pas totalement, puisqu'une partie de sa conscience est habitée par un doute même infime. Il faut donc s'abstenir de qualifier le doute afin de donner au seul concept de doute la plénitude de sa signification. Tout doute doit être absolutoire devant le juge pénal. Et tout doute surgissant de par la survenance d'un fait nouveau postérieurement à la condamnation définitive, dès lors que ce doute est rationnellement éprouvé, doit justifier la réouverture du procès. J'emploie le qualificatif de rationnel pour le distinguer du doute métaphysique ou philosophique, celle de l'esprit, comme le qualifiait Alain, qui ne saurait se confondre avec le doute dont nous parlons. Le doute, pour le magistrat qui requiert ou qui juge, est, je dirais, cet ébranlement de la conscience résultant de la mobilisation de son intelligence des êtres et des choses que lui a révélé la procédure engagée à l'encontre d'un individu en posture du déni et qui ne lui a pas procuré l'absolue certitude lui permettant de demander ou de prononcer une condamnation. Dans cette quête de certitude, il a pour guide cette belle exhortation de l'article 353 du Code de procédure pénale que le président de la cour d'assises doit lire à ses assesseurs et aux jurés avant qu'ils n'entament leur délibéré. Chaque mot compte, et il est tout à fait significatif que ce texte n'ait quasiment pas été toiletté depuis des décennies et des décennies. La loi ne demande pas aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir: avez-vous une intime conviction? Alors je sais bien que certains brocardent cette notion d'intime conviction parce qu'elle est indéfinissable et de par trop subjective. Mais peut-il en être autrement au regard de la liberté de la preuve, de la multiplicité de ses formes, dans une démarche où l'on ne juge pas seulement des faits, mais aussi un individu? Même à l'heure de l'épanouissement de la preuve scientifique, l'acte de justice pénale possédera toujours une part de subjectivité. L'intime conviction conduira donc à se poser simplement mais gravement la question: demeure-t-il en moi un doute? Peu importe qu'il soit sérieux, raisonnable, léger, dès lors qu'un doute persiste, il devient barrière infranchissable pour entrer en voie de condamnation. Voilà pourquoi le législateur, me semble-t-il, a été positivement inspiré en se contentant de l'acception un doute, et pourquoi je pense qu'il ne faut pas en changer. Mes souhaits d'amélioration du texte existant sont par contre très nombreux,
au regard de la procédure actuelle de révision. Tout d'abord, au niveau des condamnations ouvrant droit à la procédure de révision. Longtemps réservée aux seules condamnations pour crime, la procédure a été ensuite étendue aux condamnations pour délit. Pourquoi l'avoir exclue en matière contraventionnelle? En dépit de son caractère très marginal, l'exclusion de toute possibilité de révision en matière de condamnation par un tribunal de police ne trouve guère de justification. Pourquoi donc ne pas simplifier le premier paragraphe de l'article 622 par cette phrase « La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction », ainsi que le préconisait la proposition de loi du 13 mars 2007 de M. le député Georges Fenech. Secondement, au niveau des personnes ayant qualité pour agir en révision. Aux côtés du condamné ou de son représentant légal, la loi continue d'ouvrir au ministre de la Justice la possibilité d'introduire une demande de révision. Est-ce toujours pertinent au regard de la récente loi du 25 juillet 2013 qui a exclu toute intervention du ministre de la Justice dans les affaires individuelles? Privé désormais de donner toute instruction de poursuite ou d'exercice d'une voie de recours dans une affaire individuelle, le ministre de la Justice recouvre un droit d'interférence dans une procédure donnée au niveau de la procédure de révision par le biais de l'exercice d'une saisine directe de la commission de révision. Logique avant la loi du 25 juillet 2013, cette survivance d'un pouvoir d'intervention du ministre de la Justice dans une affaire spécifique peut conduire à s'interroger sur sa pertinence. On peut, à l'inverse, souhaiter que soit donné au procureur général, près la Cour de cassation, le pouvoir de saisir la commission de révision. N'est-il pas paradoxal qu'il possède ce pouvoir vis-à-vis de la commission d'examen et qu'il en soit privé vis-à-vis de la commission de révision? Et je vais plus loin. Ne devrait-on pas adjoindre au détenteur du pouvoir de saisine de la commission de révision le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la condamnation, selon qu'il s'agisse d'une juridiction du premier ou second degré? Ce serait un signal d'appel à la responsabilité qui doit être celle du ministère public face à la survenance d'un fait ou d'un élément nouveau générant un doute sur le bien-fondé d'une condamnation. Lui donner la possibilité d'assumer cette responsabilité en saisissant l'instance en révision montrerait la volonté du législateur de rendre le ministère public comptable de la gestion des risques d'erreurs judiciaires. Par ailleurs, en cas de décès du condamné, la loi limite à ses seuls conjoints, enfants, pères et mères et légataires universels la possibilité d'agir en ses lieux et places. Pourquoi avoir exclu les petits-enfants après survenance du décès de leur père et mère? Le nombre de petits-enfants qui actuellement nous réclament la levée de l'interdiction de communiquer les procédures judiciaires après un certain délai, ce fameux délai de communicabilité pour les affaires qui se sont déroulées durant le second conflit mondial, montre à l'évidence que si la première génération n'a pas été directement intéressée, entre guillemets, par ce qu'il est advenu judiciairement à leur père, les petits-enfants, eux, vis-à-vis de leur grand-père, manifestent cette curiosité. Pourquoi la loi ne permet pas, après la mort du père et de la mère, aux petits-enfants d'exercer cette possibilité de saisine de la commission? Pourquoi également avoir exclu les frères et sœurs, ce qui n'est pas un cas d'école, je l'ai vu, cas d'un condamné célibataire dont les parents sont décédés eux-mêmes? Eh bien, les frères et sœurs, aujourd'hui, n'ont comme seul recours une requête gracieuse auprès du ministre de la Justice, lui demandant de bien vouloir agir en leurs lieux et places. Question peut-être secondaire, mais question qui me paraissent devoir être posée. Au niveau maintenant des acteurs de l'instance en révision. La procédure actuelle prévoit 2 instances successives, la commission de révision et la cour de révision, ô expression malheureuse que celle de commission de révision,
car la mission de cette commission ne consiste pas à décider de la révision, mais à apprécier la recevabilité et à instruire la demande en révision. Et cette terminologie malheureuse a même induit des malentendus regrettables. Voilà la commission qui défère une procédure à la Cour de révision, estimant qu'il est nécessaire de la saisir, et voilà que cette Cour de révision décide qu'il n'y a pas lieu à révision. Certains pourraient être portés à croire que des magistrats d'une même Cour de cassation décident pour les uns, ceux de la commission, qu'il y a lieu à révision, et pour les autres, ceux de la Cour de révision, qu'il ne saurait en être question. Et pourtant, il n'y a pas anomalie. Et pourtant, il n'y a pas anomalie, car la commission raisonne et statue comme un magistrat instructeur ou une chambre de l'instruction. À l'issue de ces investigations, elle apprécie s'il existe des éléments suffisants justifiant la saisine de la Cour de révision qui, elle seule, après débat, a le pouvoir de dire s'il y a lieu ou non d'annuler la condamnation. La commission est donc bien dans la situation du magistrat instructeur ou de la chambre de l'instruction qui apprécie seulement s'il existe des éléments, des charges suffisantes pour saisir la juridiction de jugement. Nul ne voit de dysfonctionnement si, à la suite de ce renvoi, la juridiction de jugement ne partage pas cette analyse et prononce une décision de relax ou d'acquittement. Il faut donc remédier à ce type de malentendu en supprimant purement et simplement la commission, si imparfaitement dénommée, pour la remplacer au sein de la Cour de révision. Il ne faut qu'une seule instance pour la remplacer au sein de la Cour de révision par une formation en charge de l'instruction des demandes. Doit être par ailleurs mis fin au malaise que peuvent générer les modalités présidant à la désignation de la Cour de révision. Si l'article 623 du Code de procédure pénale décline avec précision le mode de désignation des membres de la commission, c'est un magistrat titulaire, c'est un magistrat suppléant de la Cour de cassation désigné par l'Assemblée générale de cette Cour dont l'un choisit parmi les membres de la Chambre criminelle ainsi à la présidence, il n'en est pas de même pour la Cour de révision. La loi se contentant de dire que c'est la Chambre criminelle qui statuera comme Cour de révision. C'est donc le président de la Chambre criminelle qui, affaire par affaire, va décider souverainement si celle-ci sera évoquée en formation plénière ou simplement au niveau d'une section. Très récemment, une affaire de révision, une procédure de révision, a été examinée en section. Cela n'est pas satisfaisant en termes de fixité et de prévisibilité de la composition des juridictions pénales. Car toute composition de juridiction pénale au fil de l'eau érode l'image d'impartialité objective dont elle doit bénéficier. Ces considérations me paraissent justifier l'instauration donc d'une seule et unique juridiction, la Cour de révision, qui pourrait être composée de 12 membres et autant de suppléants, désignés par l'Assemblée générale de la Cour de cassation, dont un membre de la Chambre criminelle assurerait la présidence. Cette Cour de révision ainsi formée désignerait en son sein 5 de ses membres, formant une section d'instruction des demandes, dont la présidence serait pareillement confiée à un membre de la Chambre criminelle. Bien évidemment, ces membres ne pourraient siéger dans la formation de jugement. Cette section d'instruction posséderait les mêmes prérogatives que celles de l'actuelle commission. Le Conseil supérieur de la magistrature, en charge d'examiner la suite à réserver aux plaintes lui dénonçant une faute disciplinaire d'un magistrat, use d'un tel dispositif, avec la nomination en son sein d'une commission d'admission et d'instruction des requêtes. Le nombre important de magistrats affectés à la Cour de cassation, et notamment à la Chambre criminelle, 32, en garantit la faisabilité. 2 observations encore, si vous le permettez. La place de la partie civile. Celle-ci est quasiment absente du dispositif actuel. Elle n'apparaît que dans le seul cas de figure où la Cour de révision décide d'annuler la condamnation en constatant l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats, décès ou démence de l'accusé, amnistie, etc. Cet état de fait est regrettable. Sauf à réduire la victime à une sébile solliciteuse de dommages et intérêts, ou à ignorer que sa quête première est de connaître elle aussi la vérité vraie, on ne trouve guère d'arguments pour la priver de parole tout au long de l'instance devant la commission.
devant la commission et la cour de révision. Cette présence de la partie civile est d'autant plus logique que depuis 2010, tant la commission que la cour de révision ont la faculté d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée, entraînant la libération, avec ou sans contrôle, du condamné détenu. Demeure par ailleurs la problématique des scellés. On sait combien la destruction des scellés a posé et pose problème, notamment avec le champ d'investigation nouveau qu'offre l'exploitation des empreintes génétiques. Alors présente, le sort des scellés est régi par l'article 41.4 du Code de procédure pénale. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou du jour où la décision est devenue définitive, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, se réserve du droit des tiers. Ainsi, à l'issue de ce semestre, le procureur de la République ou le procureur général peut ordonner la remise au domaine ou la destruction des scellés. Et cela pose de réels problèmes dans des instances en révision. Alors j'adhère tout à fait à l'idée que dans les procédures ayant entraîné condamnation, en dépit de la contestation du condamné sur l'imputabilité de l'infraction à sa personne, la durée de conservation des scellés soit portée à 10 ans pour les délits et à 20 ans pour les crimes. Redisons-le, la faible proportion d'affaires où des relaxes ou acquittements sont plaidés en invoquant l'erreur sur la personne limiterait le volume des scellés à conserver, elle permettrait sans grande difficulté la mise en place de structures ad hoc de conservation qui pourraient être envisagées au niveau régional, comme on commence à le faire en matière de conservation des archives judiciaires. Je ne veux pas enfin éluder la question de la motivation des arrêts criminels. Tout homme de droit ne peut qu'appeler de ses vœux la motivation soigneuse des décisions de justice. Ne serait-il pas paradoxal que les décisions administratives en général soient soumises à l'obligation de motivation et que les décisions de justice, qui le plus souvent servent des enjeux de première importance, en soient affranchies? Tout individu condamné est en droit d'exiger de savoir pourquoi il a été condamné, de même que toute victime doit savoir avec précision pourquoi celui qui a été poursuivi comme auteur présumé de l'infraction pénale dont elle a pâti a été finalement relaxé ou acquitté par la justice. La motivation de ces décisions est donc une ardente obligation faite à l'institution judiciaire, et j'ajouterais, si elle venait à l'oublier, la Cour européenne des droits de l'homme serait là pour le lui rappeler. Ce principe réaffirmé, nous ne devons pas ignorer que la motivation des décisions des cours d'assises ne peut répondre aux mêmes règles que celles attendues des arrêts et jugements des cours et tribunaux classiques. D'abord, parce qu'à la différence des cours et tribunaux, la cour d'assises statue au terme d'une procédure orale. Les jurés entre les mains desquels repose le sort de l'accusé n'ont eu en aucun moment, et n'ont en aucun moment de la procédure, accès au dossier. Ils vont donc délibérer à partir exclusivement de ce qu'ils ont vu et entendu au cours des débats. Ensuite, parce que n'étant pas des magistrats professionnels, ces jurés vont formaliser progressivement leurs décisions à travers les réponses affirmatives ou négatives aux questions qui leur sont successivement posées. Enfin, si les 3 magistrats qui composent le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels délibérant autour d'un dossier ont l'obligation, de par leur déontologie professionnelle, de participer activement à ce délibéré en exprimant, en explicitant leur avis, il n'en est pas de même pour les jurés qui bénéficient du secret de leur vote. Nul ne leur fait obligation de s'exprimer durant le délibéré. Quiconque a assisté à un délibéré de cour d'assises, j'ai eu plusieurs fois ce privilège étant auditeur de justice, sait qu'il existe des jurés qui ne s'expriment quasiment pas, notamment lorsque le président laisse libre cours à la discussion sans interpeller nommément l'un après l'autre chacun des jurés. La seule obligation qui est faite aux jurés est de déposer un bulletin dans l'urne dont il n'a pas l'obligation de dévoiler le contenu lors de chacun des scrutins ponctuant le délibéré. Le président va donc devoir motiver la décision qui s'est dégagée sans savoir si les jurés qui ont majoritairement répondu oui à la question sur la culpabilité
se sont déterminés pour les mêmes raisons. Et si la décision de culpabilité ne s'est jouée qu'à quelques voix, parfois même une seule voix, sans savoir évidemment de quel juré elles émanent, eh bien ce président devra, je le dis, exercer une sorte d'art divinatoire pour motiver la décision de condamnation, surtout lorsque lui-même ne croyait pas à la culpabilité et a voté non. C'est dire la difficulté de l'entreprise, dont il faut être conscient. Et même si on peut le regretter, admettre la nécessité de se résoudre à se satisfaire d'une forme de motivation qui doit exister, qui doit être sérieuse, des arrêts criminels, mais qui ne pourra jamais être similaire à celle émanant des autres juridictions pénales. Si vous me laissez encore 3 minutes, je voudrais conclure mon propos par une réflexion générale sur l'autorité de la chose jugée. J'ai peut-être épuisé mon temps de parole, c'est pour cette raison. Alors je vais m'arrêter et je vous remettrai par écrit. Merci, Monsieur le procureur général. Vous pouvez bien sûr compléter toutes vos positions. C'est passionnant tout ce que vous venez de nous dire, avec une précision exemplaire. J'ai noté le rôle que vous souhaitiez réserver au procureur général, étendre son rôle pour le procureur général auprès de la Cour de cassation et étendre également le rôle auprès du procureur général auprès de la Cour d'appel. Je me suis quand même demandé, Monsieur le procureur général, combien de fois pour la commission de réexamen le procureur général l'avait saisi. Il a la possibilité de saisir le procureur général pour la commission de réexamen à la suite de la décision condamnant la France par la Cour européenne de justice. 0 fois, je crois. Ça m'interpelle quand même. Parce que je comprends parfaitement que le parquet et le procureur général représentent les libertés publiques. Ça, j'en suis totalement persuadé. Mais je dis que lorsque je prends le nombre de fois où ça est, il y a peut-être à partir de ce moment-là un changement de mentalité à faire. Parce que c'est 0 fois. Hein. Qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas du tout évident. Nous sommes aujourd'hui dans une période, d'acclimatisation de notre justice interne aux visions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il est bien certain, je vous rejoins tout à fait, que nous n'avons pas du tout aujourd'hui encore acquis le réflexe de tirer les conséquences d'une condamnation. La condamnation, elle est pécuniaire, et on se dit, bien, si la personne veut aller au-delà, elle a à sa disposition la procédure de réexamen. Je pense qu'en ce qui concerne la révision, les choses sont quand même différentes. C'est que le magistrat qui a requis une condamnation et qui apprend qu'il y a un fait nouveau, et qu'en conscience ce fait nouveau sème en lui-même, suscite en lui-même un doute, quel homme ou femme serait-il s'il se disait « mais que puis-je faire ?» Alors aujourd'hui, bien sûr, il peut faire un rapport au garde des Sceaux pour dire qu'il lui paraît en effet qu'il y a un doute et qu'il y a peut-être opportunité à saisir la commission de révision. Je pense que si on mettait le magistrat du ministère public qui a requis à l'audience devant cette responsabilité, ça serait un signe fort. Alors, l'une de vos propositions les plus originales par rapport à tout ce que nous avons entendu, personnellement, elle me satisfait puisque c'était ce que j'avais moi-même proposé lors d'une proposition de loi antérieure, c'est de faire que la Cour de révision, en son sein, dispose d'une commission d'instruction de recevabilité. Là, nous n'aurions plus qu'une seule institution, il n'y aurait plus de dualité. Évidemment, la critique immédiate qui est faite, c'est de dire mais c'est contraire aux règles de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est contraire à la séparation d'instruction et de justice. C'est pourquoi vous avez ajouté que ceux qui ont, les 5 membres qui ont procédé à l'instruction, ne pourraient pas faire partie de la composition de jugement. Évidemment. Alors si je vous suis bien, vous proposez 12 membres, oui. Suppléant 12 membres, oui. moins 5. Oui. Nous arrivons à 7, 12. Chiffre impair. Il nous en reste 7, chiffre impair. Donc en fait, la Cour de révision de jugement serait composée de 7 magistrats. Oui.
C'est bien comme ça que... Tout à fait. C'est pour ça que vous ne désignez pas un président supplémentaire 13, parce qu'on retomberait sur 8 chiffres pairs. Tout à fait. Bon, dans les deux cas, compris. nous sommes en présence d'un chiffre impair. Nous aurions la garantie que l'on serait jugé au moins par 7 magistrats. Donc, il n'y aurait plus le débat de savoir si ça vient en séance plénière ou en formation ou en simple formation de section. Et il y aurait, au sein de la juridiction, 5 magistrats chargés de l'instruction. Un tribunal de grande instance est bien composé de magistrats instructeurs et de magistrats du siège qui jugent. Les choses sont claires et je suis certain qu'il n'y a là aucune espèce d'entorse à la séparation des autorités. Supérieur de la magistrature, oui, tout Oui. à fait. Alors, moi aussi j'avais noté cela. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver peut-être une autre solution? La Cour de révision serait composée de 12 membres et de 12 suppléants, on est bien d'accord. Un président appartenant ou n'appartenant pas à la chambre criminelle, ça reste à résoudre. Et à côté, il y aurait 5 membres, mais pas forcément choisis parmi les 12. Pas forcément. Pourquoi les 5 membres de la commission de l'instruction seraient pratiquement tirés au sort parmi les 12 membres de la Cour de révision? Est-ce qu'on ne pourrait pas, je vous interroge là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas... Voilà, exactement. 12 plus 5. 12 plus 1 plus 5. Parce que 7, ça nous semble trop restreint par rapport au 5. 5 par rapport à 7, ça fait une très faible différence. Enfin, je me permets de dire ça. Pour souci de conserver toujours une composition impaire pour nous mettre à l'abri du départage de voix, ce que nous n'avons pas du reste au Conseil supérieur, puisque la commission d'examen est composée de 4 membres, ce qui n'est pas simple en cas de départage de voix. La loi a dû statuer sur ce point, mais je pense vraiment que c'est la solution pour éviter cette distorsion et que les choses soient claires vis-à-vis du public. Il y a l'instruction, la Cour, il y a la formation d'instruction au sein de la Cour de révision et il y a la formation de jugement. On a à la fois là, la clarté et en même temps, on évite l'écueil de fonction d'instruction et de jugement qui ne soient pas séparés, en fait. Voilà. Très bien. Moi, j'en ai terminé. Oui. Expliquez-vous sur le problème de l'acquittement, monsieur le procureur général. Je voulais vous dire qu'à l'heure où les progrès de la science apportent une contribution majeure à la dévolution de la preuve, l'autorité de la vérité judiciaire doit se conjuguer avec les conséquences que l'on doit tirer de l'émergence d'une possible autre vérité. Alors, la révision des procès pénaux est destinée à prendre acte de la survenance des faits nouveaux, on est d'accord. Et jusqu'à ce jour, cette révision a été réservée aux seules condamnations, puisque le législateur estimait que relax et acquittement devaient être prémunis de toute possible remise en cause. Cette exclusion demeure-t-elle toujours pertinente, au vu notamment de l'évolution des connaissances qui dispensent de quasi-certitudes scientifiques? Je vous donne un exemple. Voici un individu accusé d'un meurtre dont le cadavre de la victime n'a pas été retrouvé au jour du procès. Il est acquitté, faute de preuves jugées suffisantes. Quelque temps plus tard, le cadavre est découvert. Des prélèvements d'empreintes génétiques sur ce cadavre permettent de les attribuer formellement à l'individu qui a été acquitté. Eh bien, lors d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'engager un nouveau procès, quel qu'il soit. Je pose la question, l'ordre public n'est-il pas troublé par cette impunité, sans parler de la légitime attente des ayants droit de la victime à laquelle il ne peut être répondu? On peut donc s'interroger sur le bien-fondé du maintien de l'actuelle prohibition de revenir sur une décision de relax ou d'acquittement qu'un fait ultérieur entache manifestement d'erreur. Et cette prohibition de revenir sur une décision mettant fin à l'action publique par relax ou acquittement, mais elle est déjà battue en brèche dans notre code. Vous avez tout d'abord l'article 6 du Code de procédure pénale, qui permet de réouvrir le procès si la décision qui a éteint l'action publique, c'est-à-dire la relax ou l'acquittement, a été obtenue par la production d'un faux. Vous avez toutes les dispositions du Code qui ont instauré la procédure de réouverture d'informations sur charge nouvelle. On est bien en présence d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu devenu définitif. Et depuis des décennies, dès lors qu'une charge nouvelle apparaît, on va réattraire devant la justice le bénéficiaire du non-lieu. Je pense donc que ce n'est point faire preuve d'une volonté de répression aveugle que de poser aujourd'hui, à la faveur de l'évolution de la science, la question de l'opportunité du maintien du principe d'intangibilité des décisions de relax ou d'acquittement.
C'est dire que la notion d'autorité de la chose jugée, face à la survenance d'éléments nouveaux propres à modifier la religion du juge, eh bien, mérite d'être tout entière revisitée. J'ai quelques autres considérations que je vous fournirai par écrit. Je pense que c'est une question, et ce qui me rassure un peu, c'est que je ne suis pas du tout la seule à l'évoquer. En de nombreux colloques et réunions de spécialistes est évoquée cette problématique. Voilà ce que je me permettais de dire. Merci.